En 1923, dans sa clinique de Zurich, un jeune patient s'assit face à Jung. À première vue, tout était impeccable, intelligent, captivant, très persuasif, et quand il t'écoutait, ses yeux semblaient presque t'enlacer. Pourtant, au fil des entretiens, Jung remarqua une étrangeté dans l'entourage de ce patient. Les personnes proches de lui partageaient un même destin, une usure psychologique systématique. Elles devenaient plus anxieuses, plus méfiantes, plus sujettes aux doutes d'elles-mêmes. Jung nota jour après jour 3 signes comportementaux expliquant cette transformation. Aujourd'hui, reconnaître ces 3 signes en quelques minutes peut t'aider à protéger ton esprit et tes émotions quand tu croises un manipulateur. Ce qui rend tout cela troublant, c'est que ces schémas ne se révèlent pas par une agressivité brute ou un poison évident. Au contraire, ils s'approchent de toi avec une politesse subtile, une chaleur mesurée et une intelligence sociale presque sans faille. Beaucoup pensent que les signaux toxiques sont bruyants et manquent ainsi les signaux silencieux et factices. C'est pourquoi il faut voir ces 3 signes avec une attention limpide. Le miroir émotionnel sans authenticité, l'affichage calculé de vulnérabilité et la projection accompagnée du déni du réel. Prenons chaque signe avec des scènes concrètes du quotidien, des signaux internes et de petits tests. Écoute non pour accuser quelqu'un ou devenir paranoïaque, mais pour élargir ta conscience et faire des choix plus libres. Comme le disait Jung, le plus grand danger, c'est l'inconscience. Premier signe, le miroir émotionnel qui ne porte pas d'authenticité. Dans les notes de Jung, on trouve l'expression fausse empathie. La personne renvoie tes émotions avec une précision presque parfaite. Elle capte ton ton de voix, copie tes mots, accompagne en quelques secondes les micro-expressions de ton visage. Tu te sens écouté. Tu te dis même « il me comprend mieux que moi-même ». Mais au-dedans flotte un léger vide, comme si l'âme de la conversation manquait, comme si quelque chose était pris à toi sans que rien ne soit vraiment donné en retour. Imagine un premier rendez-vous dans un café. Tu parles de la pression au travail, l'autre fronce les sourcils comme toi et dit « c'est vrai, porter autant de charges n'est pas juste ». Puis, au moment même où ta phrase se termine, il s'empare de ton accent sur « justice » pour ouvrir un espace à son profit. C'est précisément pour ça que j'ai repris certaines responsabilités dans l'équipe. La phrase empathique n'a pas servi de pont, mais de levier. On saute de ton émotion vers son agenda. En fin d'échange, il te reste un goût ambigu entre « j'ai été compris » et « j'ai été orienté ». Où saisir la différence entre empathie authentique et fausse empathie? La fausse empathie est comme un bouton qui s'éteint une fois le but atteint. Dès que l'autre n'a plus besoin de toi, la chaleur tombe d'un coup. Les réponses à tes messages se raréfient. Si ton intérêt ne coïncide pas avec son plan, tu deviens invisible. L'empathie authentique, elle, tisse un lien et porte une continuité. Hier, ton travail allait mal. Aujourd'hui, il va mieux. L'empathie authentique était là hier, elle est là aujourd'hui. Elle ondule mais ne disparaît pas. Fais-toi un petit test. Quand cette personne n'a plus besoin de moi, peut-elle rester auprès de moi avec la même douceur? Deuxième test. Aide-t-elle à approfondir mon émotion ou l'utilise-t-elle pour ramener la conversation sur sa trajectoire? Troisième test. Quand je me tais, supporte-t-elle le silence ou le remplit-elle aussitôt de sa propre histoire pour reprendre le contrôle? Ces micro-signaux révèlent en quelques minutes si le miroir est authentique ou instrumental. La fausse empathie polie souvent ce qui fait que tu es toi. Après quelques rencontres, tu remarques ceci. Tes phrases ne résonnent plus en toi, elles résonnent dans ses plans. Tes mots ne sont pas honorés, ils sont utiles. Plus l'autre te ressemble, plus il estompe ce qui en toi est singulier. Quand tu t'en aperçois, une fatigue diffuse peut t'envahir.
car en apparence tu as été compris, mais tu n'as pas été vu. Deuxième signe, l'étalage stratégique de vulnérabilité. Jung observait chez son patient une transparence calculée. La personne parle de ses fragilités, mais sans prendre un risque réel. Le timing est parfait. Cela tombe précisément quand ta garde est baissée. Le contenu vise un objectif clair. Éveiller chez toi l'instinct protecteur, créer très vite l'illusion d'un lien profond, te précipiter vers un nous artificiel. En l'écoutant, tu te dis « quelqu'un d'ouvert et de sincère ». En partant, tu penses « n'est-ce pas étrange de partager quelque chose d'aussi personnel si tôt ?» Dans un bureau, quelqu'un que tu viens de rencontrer raconte, à la pause déjeuner, des difficultés d'enfance. Au bout du récit, il se place souvent dans la position du survivant. Quoi qu'il arrive, je me relève. Cette vulnérabilité soigneusement choisie te pousse à l'admiration. Elle ne se livre pas pour s'approcher, elle s'élève par l'histoire pour produire de l'effet. Une semaine plus tard, tu lui confies une zone sensible. Il écoute, hoche la tête, dit « je comprends », puis revient vite à son histoire similaire. Ta vulnérabilité devient le fond de sa scène. La vulnérabilité authentique a 3 marqueurs simples. 1. Elle se creuse avec le temps, elle n'explose pas d'un coup. 2. Elle circule à double sens, elle ne s'ouvre pas seulement pour soutirer de l'information, mais expose aussi sa vérité. 3. Elle respecte les limites. Elle peut dire « si tu ne veux pas en parler, ce n'est pas grave ». La vulnérabilité stratégique, elle, arrive pile au bon moment, ne va que dans un sens et élargit les frontières au nom du rapprochement. Demande-toi, quand le sujet touche à mon espace personnel, éveille-t-elle ma curiosité pour ensuite la remplir avec son propre récit? Autre indice, ces partages pointent-ils vers une question encore vivante chez elle, ou bien ressemble-t-il à une histoire héroïque, lisse et parfaitement bouclée? La vulnérabilité stratégique crée chez toi une dette. Tu as l'impression d'être obligé de t'ouvrir à ton tour. La vraie proximité ne met pas en dette, elle invite. Troisième signe, la projection suivie du déni du réel. Ce que Jung appelait projection active, c'est quand quelqu'un colle sur toi, avec une certitude absolue, ce qu'il ne peut accepter en lui. Tu es égoïste, tu es contrôlant, tu fais toujours ça. Ce qui est dit est souvent son ombre à lui. Plus frappant encore, même si tu apportes des faits, des dates, des messages, il ne change pas d'avis. Au contraire, il s'y agrippe davantage. Car la projection n'est pas qu'un style d'expression, c'est un mécanisme de défense profond qui protège le moi. Imagine un dîner, tu dis calmement « quand tu le dis comme ça me blesse ». L'autre répond aussitôt « tu dramatises encore ». Même ta tranquillité est étiquetée « drame ». Tu fais un pas de plus. Et dans les messages de l'autre jour, cette fois, tu ne t'en souviens pas. Ton esprit se brouille, les faits se floutent, tu finis par douter de toi. Et si j'exagérais vraiment? Voilà l'effet le plus puissant de la projection greffée au déni. Elle te coupe de ton guide intérieur. Petit test de projection. L'autre émet-il des jugements définitifs sur ton état intérieur? Tu es comme ça, ton intention est celle-ci. Face à tes précisions, répond-il par la curiosité ou par la défense? Entends-tu? Je vois? C'est possible? Ou plutôt, non, tu es comme ça. Deuxième test, son rapport aux preuves. Quand tu apportes du concret, détourne-t-il la conversation? Un trait d'humour, un mouvement de victime ou une attaque pour disperser le focus? Troisième test, la répétition. Ce schéma apparaît-il non pas une fois, mais dans divers contextes, encore et encore? Pourquoi ces 3 signes sont-ils si efficaces? Parce qu'ils opèrent le plus souvent dans l'inconscient. La personne ne se lève pas en se disant « aujourd'hui je vais manipuler ». Elle ne veut même pas paraître ainsi. Ce sont des stratégies automatiques forgées avec la douleur. Attraper, envelopper, orienter, s'ouvrir, endetter, attacher, projeter, étiqueter, nier.
Elle ne porte pas la culpabilité d'un mensonge conscient. C'est pour cela qu'elle convainc. Elle prend pour réel ce qu'elle ressent, défend comme vérité ce qu'elle dit. Ta difficulté vient de là, en face de toi. Pas un menteur cynique, mais quelqu'un qui croit à son propre récit. Des constats modernes montrent que cette pression invisible laisse des traces au niveau du système nerveux. Vivre longtemps dans ces schémas te met en mode vigilance. Ton sommeil devient superficiel, de petits stimuli te font sursauter. Des idées pèsent avec la peur de se tromper. Ta voix intérieure se durcit. Encore raté? Quelque chose cloche chez toi. Si tu prêtes l'oreille au vocabulaire de cette voix, tu y retrouveras souvent les mots de l'autre. Comment te protéger? Jung recommandait l'observation consciente. Ce n'est pas une hypervigilance paranoïaque. C'est une attention posée, curieuse, qui collecte des données. Premier pas, fais confiance à ton expérience interne. Quand quelqu'un parle avec certitude de tes intentions et que cela ne colle pas dedans, note cette dissonance. Dis-toi, mon information intérieure ne dit pas ça. Et fais une pause. Deuxième pas, observe la cohérence. Les bons jours comme les mauvais. L'autre reste-t-il raisonnable? Ou bien, une fois son besoin satisfait, la lumière s'éteint-elle net? Troisième pas, regarde sa réaction quand tu poses une limite. Une personne saine voit la limite, ajuste, respecte. Un schéma manipulateur, lui, face à la limite, appuie, accélère, ouvre le carnet des dettes. Mets en place un protocole simple et utilisable, suffisamment pratique pour les premières heures d'une rencontre, assez souple pour les moments intenses d'une relation. 1. Sépare ressenti et fait. Je suis blessé est une émotion. Tu l'as dit sur tel ton est un fait. En parlant, énonce les deux en phrases courtes et nettes. 2. Ralentis. Le rythme est l'un des outils les plus puissants de la manipulation. Avant de répondre, prends une courte respiration. 3. Fais reformuler. Tu viens de dire égoïsme. Qu'entends-tu précisément? En concrétisant les mots, le brouillard se dissipe. 4. Garde une phrase limite prête. Je ne veux pas parler sur ce ton. On peut reprendre quand ce sera plus adéquat. 5. Laisse une trace. Après l'échange, note brièvement. Avec le temps, tu verras les motifs que l'instant t'empêchait de voir. Ne glisse pas vers un monde binaire où tout miroir est mauvais. Toute vulnérabilité est un jeu. Toute projection est manipulation. Nous faisons tous cela sous stress. La différence se joue à 3 endroits. Le motif, la fréquence et la relation au feedback. Quelqu'un de sain, en voyant son erreur, s'arrête, questionne, corrige. Un schéma manipulateur, quand on l'alerte, enfle. La curiosité laisse place à la défense, l'excuse à la contre-attaque. C'est là que ta conscience capillaire entre en scène. Pas un jugement dur, mais une vision nette. À mesure que tes yeux apprennent à repérer ces signes, ton muscle de discernement psychologique se renforce. Il n'est pas là pour te faire regarder les gens avec suspicion. Il t'aide à choisir plus clairement des liens propres. Plus tu reconnais l'authenticité, plus tu vas avec courage vers les gens sains, et plus tu te retires avec douceur des personnes floues. Ta vie gagne en paix et perd en drame. Car le terrain favori de la manipulation, c'est la bonne volonté qui ne distingue pas. Reste bienveillant mais ne reste pas aveugle. Autre scène, un nouveau travail d'équipe. La personne, lors de la première réunion, écoute tout le monde avec attention, reformule, glisse de petites objections. À la fin, j'ai entendu les besoins de chacun. Commençons avec ce plan. Le plan semble porter des morceaux des phrases de tous, mais le centre, c'est son agenda. Le lendemain, tu poses une petite limite. Je ne pourrai peut-être pas livrer cette partie cette semaine. Réponse. Mais on l'a décidé ensemble hier. Tu t'es engagé, l'équipe compte sur toi. Les mots « ensemble » et « confiance » servent alors à produire vide-dette et pression. Ta première impulsion intérieure sera peut-être « d'accord, je m'en charge ».
Stop, respire. Hier, j'ai accepté sous condition. Cette semaine, ma limite est celle-ci. Si ce n'est pas possible, parlons d'une autre date. En répétant, tu vois plus clairement ce qui se joue. Dans une relation, tu as partagé ta vulnérabilité. L'autre a montré de la douceur, t'a serré, a dit « je suis toujours là ». Quelques jours plus tard, il te demande un gros sacrifice. Tu poses une limite. La douceur initiale s'évapore comme une ombre. La fine culpabilité que tu ressens alors est le fruit le plus efficace de la fausse empathie. Dans ces moments, dis-toi doucement, mettre une limite, ce n'est pas manquer d'amour. Ma vérité compte aussi. Ta tendresse intérieure devient une boussole pour distinguer la fausse tendresse extérieure. Face à la projection, utilise une technique qui démêle l'esprit. Demande des faits au lieu d'accepter l'étiquette. On te dit « tu es égoïste ». Réponds « peux-tu concrétiser le comportement qui te fait ressentir ça ?» S'il n'y a pas de concret, l'étiquette perd de sa force. S'il y en a, vous pouvez parler du réel. Puis demande « qu'attends-tu de moi dans ce cas ?» Quand l'attente est nommée, les registres secrets de dette s'ouvrent. Si tu acceptes consciemment. Si tu refuses clairement. Le brouillard se lève, ta liberté grandit. Repérer ces signes ne sert pas d'abord à démasquer les autres. Cela éclaire d'abord ton propre espace. L'invitation la plus radicale de Jung est « regarde ton ombre ». Même quand tu t'apprêtes à coller l'étiquette manipulateur sur quelqu'un, arrête-toi et regarde-toi. Qu'est-ce que je crains de voir? Ou, moi, j'accélère. Ou, moi, je mets un masque. Ce regard ne te rend pas faible. Il te prépare à sortir des jeux d'autrui. Car la frontière la plus solide naît de la clarté intérieure. Et tes proches. Voir ces signes chez ceux que tu aimes fait mal. Mais ce n'est pas une mauvaise personne. Souvent, non. Souvent, c'est une personne blessée. En repérant ces 3 signes, tu n'es pas obligé de rompre d'emblée. D'abord ralentis, puis pose une limite, puis calibre. Demande-toi, si je reste ici, qui suis-je en train de devenir? Si tu t'éloignes de tes valeurs, augmente doucement la distance. Si tu te rapproches, fais un pacte explicite. Quand il se passe ceci, je me sens mal. Quand il se passe cela, je me sens proche. Les pactes conscients déjouent les jeux inconscients. Sur les réseaux, au travail, en famille, partout, tu peux voir ces 3 signes en petite dose. Pour les repérer en quelques minutes, prépare une mini-checklist. 1. L'empathie se coupe-t-elle? Quand le besoin s'éteint, la lumière s'éteint-elle aussi? 2. La vulnérabilité est-elle stratégique? Le timing est-il pile dessus? 3. Y a-t-il des étiquettes sans fait? Quand tu amènes des preuves, le sujet dévie-t-il? 4. Quand tu poses une limite, la pression augmente-t-elle? 5. Sens-tu grandir en toi un sentiment de dette sans nom? Si 3 de ces 5 réponses sont oui, ralentis, prends de l'espace, ne précipite pas tes décisions. Utilise ton corps, relâche les épaules, desserre la mâchoire, élargis ta respiration. La manipulation circule plus aisément dans un corps contracté. Elle a plus de mal dans un souffle large. Utilise ta voix. Garde des phrases courtes et simples. Plus ça s'allonge, plus ta défense s'affaiblit. Plus c'est court, plus ta clarté se renforce. Utilise le temps. Je veux y réfléchir. Parlons-en demain. Savoir le dire agrandit ton aire d'action. Utilise l'espace. Si possible, aie les conversations difficiles dans des lieux ouverts et neutres. La neutralité du cadre ralentit la vitesse du jeu. Souviens-toi, tout cela n'est pas un examen où tu dois prouver ta valeur. Au contraire, ta valeur est déjà là. Les limites la rendent visible. Sans perdre ta bonne volonté, en renforçant ton discernement, tu gagnes en transparence et perds en brouillard dans tes relations. Les personnes authentiques se réjouiront de ta netteté. Celles qui jouent des jeux en seront contrariées. Et c'est précisément le tri le plus naturel.
Jung a arpenté des décennies durant les pièces sombres et lumineuses de l'âme humaine. Le trio fausse empathie, transparence calculée, projection plus déni, révèle moins le vernis extérieur que l'architecture intérieure. Si quelqu'un les exhibe avec insistance, ce n'est pas qu'il te dit sa vérité, il te montre sa mathématique intime. À toi de voir si tu veux honorer cette mathématique, te protéger sans vouloir le changer. C'est là que commence la liberté. Dernier appel. La plupart des gens n'agissent pas ainsi parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont blessés. Cela n'excuse pas l'impact des comportements, mais tu n'as pas besoin de durcir ton cœur pour autant. Pas de dureté, mais de clarté. Pas d'accusation, mais du discernement. Pas la fuite, mais la conscience. Ramène la phrase de Jung. La conscience est à la fois protection et délivrance. Au petit moment, ralentir une phrase, tracer une limite avec douceur, transformer une étiquette en fait. De petits pas constants élargissent la liberté de ton esprit. Si un visage te vient à l'esprit maintenant, ne te précipite pas. Au lieu de coller une étiquette, regarde-toi. De quoi ai-je besoin en ce moment? Peut-être de distance, peut-être d'une parole plus claire, peut-être juste d'une nuit de sommeil. Reconnais ton besoin, car la chose que la manipulation déteste le plus, c'est un esprit qui connaît ses besoins. Qui connaît ses besoins choisit en connaissance de cause. Qui choisit en connaissance de cause ne laisse pas sa vie sous l'ombre d'autrui. Demain, tu rencontreras des gens. Les mots, les rires, les plans voleront dans l'air. À ce moment, glisse-toi un rappel intérieur. L'empathie est-elle durable? La vulnérabilité est-elle réciproque? À côté de l'étiquette, y a-t-il un fait? Face à une limite, y a-t-il du respect? Ceux qui passent ces 4 portes méritent de rester plus longtemps dans ta vie. Ceux qui ne passent pas peuvent rester dehors, avec une grande courtoisie. Tu ne punis personne, tu gères consciemment les portes de ta maison intérieure. Et sache ceci, quand tu vois ces 3 signes, tu n'es pas seul. Partout, des gens cherchent une direction dans la même brume fine. La brume n'aime pas l'information, elle se dissipe dans la clarté. Plus tu clarifies, plus la brume décroît. Garde le cœur souple et l'œil aigu. Tu as un guide en toi. En l'écoutant, le vacarme des autres devient moins fascinant, moins effrayant. Alors, quand quelqu'un s'approche avec une empathie factice, tu souriras et tu ralentiras. Quand tu entendras une vulnérabilité stratégique, tu écouteras avec curiosité, mais à distance. Quand viendront projection et déni, tu demanderas des faits, poseras une limite, et tu te retireras si nécessaire. Ce n'est pas un cours de défense, c'est une pratique de liberté. Voir, savoir, choisir. 3 pas. Quand tes yeux voient, ton cœur se sent plus en sécurité, ton esprit devient plus clair. Et un jour, face au miroir, tu ne te verras plus perdu dans les histoires des autres, mais marchant dans la lumière de ta propre conscience. C'est exactement ce que Jung voulait dire. La conscience est à la fois protection et délivrance, car c'est quand tu vois nettement que tu peux vraiment choisir. Et quand tu choisis vraiment, c'est ta main, enfin, qui écrit ta vie.